Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire en partenariat sobre et AT2E, en partenariat en partenariat complet. Nous allons commencer ce webinaire sur le décret tertiaire et les C2E dans quelques minutes, le temps que les derniers inscrits se connectent. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mardi matin, nous allons commencer notre webinaire sur le décret tertiaire et les C2E, comment on peut en faire, grâce au financement des C2E, des opportunités. Avec nous ce matin, nous sommes Sylvie Méran, je suis directrice marketing et engagement de Sobre Énergie. Et Marc, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Marc Gendron, je suis le délégué général du club certificat d'économie énergie à l'AT2E, Association technique énergie environnement. L'objectif ce matin, vous l'avez compris, est de vous parler du décret tertiaire, du dernier arrêté valeur absolue 2 et surtout des trajectoires pour aller vers les objectifs du décret tertiaire et les moyens d'atteindre cette trajectoire. Donc, nous allons, avec Marc Gendron, essayer de montrer comment eh bien, les C2E peuvent aider à ces trajectoires et comment justement nous pouvons organiser des plans d'action pour atteindre les objectifs du décret. Très rapidement, Sobre, je la présente. Nous sommes une filiale du groupe La Poste et de la Caisse des dépôts et nous avons été créés pour aider les entreprises comme les collectivités locales à effectuer des économies d'énergie et réduire leurs empreintes carbone sur leurs bâtiments, principalement tertiaires, mais pas que. Pour ce faire, nous conjuguons trois grands éléments qui sont les bâtiments, les data et les hommes. À l'écran, vous voyez quelques-uns de nos clients qui sont à la fois des entreprises et des collectivités. Pour ce faire aussi, nous combinons 4 grandes phases et
4 grandes compétences qui sont la data analyse, puisque au principe de notre service, nous mettons en place une plateforme de mesure et de pilotage des consommations énergétiques et nous recueillons la mesure énergétique de ces bâtiments. Ces éléments faits, nous établissons avec les energy managers des scénarios dynamiques afin d'évaluer les enjeux délivrés par l'information et la mesure énergétique des bâtiments. Une fois les scénarios élaborés, nous lançons des feuilles de route et des bouquets d'actions pour pouvoir travailler sur les dysfonctionnements ou de meilleurs fonctionnements constatés. Et tout au long du process, nous avons des équipes d'engagement manager qui vont aider les équipes techniques à élaborer, à prendre en main l'outil, comme mettre en place les actions. Mais nous agissons également sur les usagers des bâtiments, c'est-à-dire les occupants, qui constituent 10% des consommations énergétiques, et pour pérenniser en fait l'ensemble des actions, parce que comme vous le savez tous, le décret tertiaire, qui est un des grandes lignes d'action de l'efficacité énergétique aujourd'hui, va s'étendre sur 20 ans, à 30 ans même. Je vous en ai parlé, notre plateforme digitale qui s'appelle Datamark va centraliser l'ensemble des données énergétiques et va pouvoir justement aider les gestionnaires de patrimoine à mesurer leurs données, mais aussi les mettre en forme et pouvoir ensuite les téléverser sur Opérate pour déterminer des grandes projections de travaux et d'objectifs et des trajectoires pour pour être au rendez-vous des différents objectifs d'Opérate. Marc, je te laisse présenter la T2E. Merci beaucoup Sylvie. Alors la T2E, donc c'est l'Association Technique Énergie Environnement. C'est une association qui a été créée en 1978 au moment du choc pétrolier par les industries de la chimie, EDF, Total et Gaz de France à l'époque. Et donc cette association a réellement dans les gènes, dans ses gènes, l'efficacité énergétique, puisque l'objet de la création de cette association, c'était de travailler sur l'indépendance énergétique française au travers de la baisse des consommations. L'association a pas mal grandi et évolué depuis 1978. On est maintenant une vingtaine de personnes et cette association traite des 6 thématiques. Thématiques autour des certificats d'économie d'énergie, du biogaz, du power to gas, du stockage d'énergie, de la cogénération, de la pyrogazéification. Donc c'est vraiment une association qui est technique et qui à la fois accompagne donc des écosystèmes en place pour les aider à intégrer complètement la complexité des sujets abordés. Côté club C2E, dont j'ai le plaisir, de diriger, on a en gros 3 missions sur ce dispositif C2E. On a une mission de communication sur le dispositif. Donc typiquement, ce que je vais faire aujourd'hui, ça concourt pour moi à expliquer le dispositif, à le rendre un peu plus clair. On a une deuxième mission qui est une mission quasiment de délégation de service public pour gérer le catalogue de toutes les opérations, de toutes les fiches d'opérations qui sont éligibles au dispositif C2E. Donc j'y reviendrai plus tard. Donc c'est nous qui écrivons toutes les fiches, les idées de fiches, les évolutions de fiches, et ensuite on les valide. On les fait valider par l'ADEME et la Direction générale énergie-climat, donc le ministère de la Transition écologique. Et puis une troisième mission qui est l'appui et le support à nos adhérents. Aujourd'hui, j'ai 500 adhérents, donc qui sont des énergéticiens, des délégataires, des mandataires C2E, des fabricants d'équipements éligibles ou non encore éligibles au dispositif C2E et des grandes organisations professionnelles. Donc ces gens-là, ils ont des questions régulières sur le dispositif et donc on répond à leurs questions. On est une équipe pour cela de 8 personnes et on traite à peu près entre 40 et 50 questions par semaine. Voilà un peu. Puis juste pour finir sur la T2E, on est aussi porteur de programmes C2E.
Donc, on porte notamment un programme qui s'appelle ProSMEN qui accompagne les entreprises sur la certification ISO 50001, le programme ProRéfi qui forme des référents énergie, et puis le programme Oscar qui accompagne les artisans de la rénovation à s'approprier le dispositif C2E. Voilà. Et puis juste pour terminer, la T2E publie aussi une revue bimensuelle qui s'appelle Énergie Plus, qui est une revue assez technique. Donc si vous aimez le technique, ben, Énergie Plus est pour vous. Voilà. Merci Sylvie. Alors très rapidement, nous passons aux grands éléments du décret tertiaire. Le sommaire, nous allons passer rapidement sur ce qui est demandé entre les éléments du décret tertiaire et la déclaration opérate, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà assisté, vous êtes déjà engagés dans cette déclaration. Les leviers d'action, notamment pour travailler les trajectoires demandées dans le cadre de ce décret, et ensuite les outils de financement que nous présenterons Marc avec les C2E et les CPE. Alors, le décret tertiaire, ce qui est demandé, donc comme vous le savez, ça s'adresse aux activités tertiaires, marchandes ou non marchandes, avec un ensemble d'éléments que vous voyez à l'écran qui couvrent en fait tout le secteur tertiaire. Sachez qu'aujourd'hui, les décrets déterminent ce qu'on appelle les valeurs absolues, on en parlera un peu plus tard, et qui vont fixer par type de secteur que vous voyez à l'écran, des valeurs absolues cibles par mètre carré. Aujourd'hui, tous ces secteurs ne sont pas encore couverts. Donc, les bâtiments concernés, des bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires, mais aussi des bâtiments à usage mixte. L'objectif, c'est qu'il y ait une surface de plancher supérieure à 1000 m². Et cet ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, s'ils exercent des activités sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1000 m². On s'explique, si vous êtes propriétaire de bâtiments de plus de 1000 m², c'est évident, vous êtes assujetti. Si vous êtes en revanche locataire dans un bâtiment assujetti, même si vous êtes locataire de moins de 1000 m², mais votre bâtiment est assujetti, eh bien vous aussi, vous êtes assujetti et vous faites partie du dispositif. Sachant que la notion de 1000 m² est active aujourd'hui, au moins jusqu'à 2030, il est fort à parier que cette limite de 1000 m² sera dépassée et qu'on aurait des surfaces assujetties à partir de 250 m². Autant vous dire que ça sera finalement l'ensemble des bâtiments tertiaires. On en parle dans les couloirs, ce n'est pas encore effectif, mais il est attendu que cette limite de 1000 m² baisse encore, au moins pour la deuxième période entre 2030 et 2040. Eh bien, qui est concerné? Comme je vous l'ai dit, tout le monde est concerné, les entreprises comme les collectivités, avec des objectifs aussi bien en kilowattheure qu'en CO2, puisque finalement l'objectif ultime, c'est d'être dans la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone qui voudrait une réduction des bâtiments de moins 80 à 90%, 95% des émissions de CO2. Et pour ce faire, effectivement, le décret tertiaire est un des outils de cette stratégie nationale bas carbone. Et dans ce travail pour atteindre ces objectifs qui sont, comme vous le savez, très, très ambitieux, eh bien, les énergéticiens sont dans la boucle, les installateurs sont dans la boucle, les industriels également sont dans la boucle, ceux qui ont des bâtiments tertiaires au sein de leur industrie, mais ceux également qui vont produire des outils IoT pour instrumenter plutôt les bâtiments assujettis. Les périodes sont longues, comme ça va de 2020 à 2050. On est arrivé avec 3 grandes périodes. Jusqu'à 2030,
avec des objectifs de moins 40%. 2040, les objectifs sont à moins 50%. 2050, les objectifs sont à moins 60%, sachant, et tous les arrêtés le disent, que on ne sait pas si dans 30 ans, les conditions climatiques seront les mêmes. On ne sait pas si dans 30 ans, les modèles économiques tertiaires seront les mêmes. Et c'est vraiment stipulé, même dans les textes de FAQ que je vous invite à aller voir sur le site de l'ADEME, il est fort à parier que d'ici même 10 ans, les règles changent, puisque peut-être les choses, malheureusement, au niveau du climat comme au niveau de l'organisation économique, changeront. Donc tout ceci est théorique jusqu'à 2030, c'est assez dynamique. Jusqu'à 2050, eh bien, il est fort à parier que certains éléments changeront. Alors, tous concernés dans dans les données qu'ils doivent et les actions, les leviers qu'ils doivent actionner. Les propriétaires sur la performance énergétique de leur bâtiment de façon générale. Alors, bien sûr, de façon première sur l'enveloppe et les espaces communs, mais ils sont responsables de la performance énergétique de leur bâtiment. Les locataires sur l'exploitation des équipements qui leur sont alloués, des consommations donc internes et des comportements des occupants. Les énergéticiens, eh bien, l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie, et les installateurs, eh bien, sur peut-être la façon et la créativité dans les dispositifs de contrôle et de gestion active et l'installation des équipements performants. Ce sont 5 leviers sur lesquels le décret tertiaire veut peser. C'est-à-dire qu'il veut comme disait Marc Leroux, qui est le concepteur, enfin qui est l'organisateur, l'ordonnateur de ce décret tertiaire, attention, ce n'est pas, alors il aime à dire, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas une loi, c'est un dispositif qui vise à activer cette stratégie nationale bas carbone, qui vise à activer et à entrer tous ces acteurs-là dans un cercle vertueux de diminution des consommations énergétiques. Alors, de façon vraiment globale, les cinq grands éléments pour résumer le décret tertiaire qui sont les fondements. Vous le savez, ça vient de la loi Elan qui avait effectivement mis 2 grandes parties dans sa loi, une partie dédiée à la mobilité et une partie dédiée à l'immobilier. Donc vraiment, les 2 grands éléments, les 2 grands acteurs énergétiques sont concernés. Et ensuite, de cette loi Elan, en a découlé le décret tertiaire, l'arrêté méthode qui date d'avril 2020 et l'arrêté valeur absolue qui a commencé en janvier 2021, deuxième valeur absolue en avril 2022 et troisième au deuxième semestre 2022, on le verra tout à l'heure. Les objectifs de performance énergétique, soit en valeur relative, comme la plupart, enfin, quand on explique le décret tertiaire, on est sur ce qu'on appelle la consommation relative, donc la CRELAT, avec les moins 40, 50 et 60 à partir d'une année de référence que vous devez prendre entre 2009, entre 2000, j'ai un trou tout d'un coup, entre 2010 et 2019, vraiment les éléments évidents, mais à force de les répéter quelquefois. Donc entre 2010 et 2019, pour les bâtiments construits, donc bien sûr avant 2019. Au départ, le décret tertiaire s'adressait à des bâtiments qui avaient été construits avant 2018. Et depuis 2 ans, on a étendu l'assujettissement au décret tertiaire et il concerne aujourd'hui tous les bâtiments. Il y a donc 2 façons de chiffrer et d'élaborer cette performance énergétique. Donc, soit en valeur relative par rapport à une année référence, soit en valeur absolue par rapport à une consommation cible qui a été définie, qui va être définie par les arrêtés. Un certain nombre de valeurs cibles a déjà été défini par mètre carré. On attend la suite dans les arrêtés suivants. On dit en général que quand un bâtiment n'a pas encore eu de grande transformation et assez ancien, on va privilégier la valeur relative parce qu'on va pouvoir, grâce
à ces travaux qui n'avaient pas encore été faits, et grâce au fait que c'est des bâtiments anciens, on va pouvoir privilégier les grands pourcentages d'économie. Soit en valeur absolue, ce sera plutôt pour les bâtiments plus neufs qui ont déjà été optimisés, et donc qui ne vont pas être dans le spectre des pourcentages économisés, puisqu'on est déjà presque à la valeur absolue, on l'atteint presque. Aujourd'hui, les valeurs absolues qui sont publiées le sont pour 2030. Il n'est pas impossible, parce que climat plus organisation économique du tertiaire, que ces valeurs absolues publiées aujourd'hui pour 2030 soient différentes de celles pour 2040. Donc là, aujourd'hui, tout ce qui est publié, c'est une valeur cible pour 2030. Donc, ça concerne donc les activités tertiaires avec une surface supérieure à 1000 m². Sont assujettis donc les propriétaires et les preneurs à bail. Donc, il faudra vraiment travailler autour du bail et ce qu'on appelle l'annexe environnementale, les grands principes de l'organisation autour du décret tertiaire entre les propriétaires et locataires. Et vraiment, ça, on insiste. On fait plusieurs webinaires d'ailleurs sur le sujet avec le cabinet FIDAL, le cabinet d'avocats FIDAL, parce que effectivement, autour de ce bail, autour de l'annexe environnementale dédiée au décret tertiaire, va se jouer finalement sur 10 ans les relations entre propriétaires et preneurs à bail autour du décret tertiaire, les objectifs, les missions, ce qui est refacturé. Donc, nous vous invitons vraiment à renseigner l'annexe, une complémentarité, un élément complémentaire à vos baux, si vous êtes propriétaire par rapport à vos locataires, si vous êtes locataire par rapport à votre propriétaire, pour bien fixer le qui fait quoi, qui paye quoi et qui déclare quoi. Et là, vraiment, c'est assez important pour la bonne marche, surtout qu'un locataire, c'est un bail 369. Le décret tertiaire, c'est 10, 20, 30. Donc, on n'est pas sur les mêmes temporalités. Un propriétaire doit gérer l'ensemble de ses 1000, 10 000, 20 000 m². Un locataire, il a sa quote-part sur 200, 300, 500, 1000, 5000 m². Ce n'est pas l'ensemble de la surface du bâtiment du propriétaire. Donc, vraiment bien d'établir la quote-part, qui paye quoi, qui fait quoi. Et on est nous, par rapport à nos clients, on passe tous les baux systématiquement à la moulinette pour bien déterminer qui fait quoi et partir sur des bases saines de collaboration. Et puis, en pratique, la mise en place d'un programme d'action avec la déclaration des données de consommation énergétique sur la plateforme Opérate que vous devez déjà connaître. Donc, Opérate, observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. L'objectif ultime d'Opérate, vous le savez, c'est de collecter l'ensemble des données pour pouvoir établir des benchmarks de consommation par type de bâtiment, tertiaire et sur toute la France. Et là, on aura en fait un benchmark unique en son genre et on pourra, en tant que propriétaire ou locataire, comparer la performance énergétique à bâtiments similaires à des conditions climatiques similaires. La date limite, vous le savez, pour la première déclaration est au 30 septembre 2022. Beaucoup de nos prospects, beaucoup de nos clients nous demandent « mais ils ne vont pas le décaler comme l'année dernière ?» Non, ils ne vont pas le décaler comme l'année dernière. Je profite de la question pour vous dire qu'il y a un petit module question sur le côté de votre écran que vous pouvez remplir. Vous pouvez vous poser vos questions, nous y répondrons avec Marc Gendron à la fin du webinaire. Je referme la parenthèse. Et donc, pour revenir sur Opérate, donc, créer le compte assujetti, à mon avis, vous l'avez déjà tous fait. Les comptes utilisateurs, puisqu'il va y avoir des comptes utilisateurs. Si par exemple, vous êtes un propriétaire avec plusieurs locataires, vous allez devoir créer votre compte assujetti avec l'identifiant bâtimentaire, le passer à vos locataires qui utiliseront le même identifiant pour y enregistrer leur consommation à eux. Énergétique. Ensuite, renseigner les données patrimoniales. En général, c'est le propriétaire qui le fait, mais les locataires peuvent le faire pour les propriétaires.
et des mandataires peuvent le faire pour les propriétaires et locataires. Renseigner la consommation de l'année de référence, la fameuse année entre 2010 et 2019, et puis renseigner les données de consommation 2020-2021, en effet, puisque celles de 2020 et de 2021, entre guillemets, ne comptent pas comme année de référence, à l'exception du fait que, soit par défaut, parce que vous n'avez pas d'autres années de référence complètes dans les données énergétiques, soit parce que vous êtes un bâtiment neuf et vous n'avez qu'elle pour justifier de la première année. Renseigner bien les indicateurs d'intensité d'usage et récupérer l'attestation, puisque Opérate va évoluer en fonction de toutes les données que vous avez remplies, les objectifs, soit en CRELAT, donc en relatif, soit en CABS, en absolu. Donc, comme on le disait auparavant, il y a un identifiant unique bâtimentaire que va récupérer le propriétaire. Et puis, il va y mettre les informations administratives, les consommations annuelles des espaces annexes et les éléments patrimoniaux. Et puis, ce qu'on appelle les entités fonctionnelles, des locataires, enfin des exploitants ou des exploitants, enfin des preneurs à bail, vont être elles-mêmes soumises à déclaration d'Opérate. Sachez que le terme entité fonctionnelle est très importante. Elle a été redéfinie dans le décret valeur absolue 2. On y reviendra. L'unité foncière est l'îlot d'un seul tenant composé d'un ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire. Et dans cette unité foncière, il y a plusieurs bâtiments et dans ces bâtiments, il y a plusieurs entités fonctionnelles. Sachant qu'il y a la notion de site qui peut rassembler un ou deux bâtiments qui va être une entité d'exploitation. Je vous donne toutes ces définitions du code de l'immobilier. Peut-être vous les connaissez, mais nous, on s'est vraiment amusé à bien les définir et on les rappelle toujours à nos clients, même s'ils les connaissent, parce que les objectifs sont par rapport à des entités fonctionnelles, mais les dossiers techniques sont par rapport à des bâtiments. Donc, vous allez voir, dans l'ensemble du décret tertiaire, vous avez plusieurs unités, on va dire, de mesure, enfin de paramètres qui ne concernent pas les mêmes périmètres. Donc, très rapidement, le profil assujetti, le profil mandataire, on en a parlé. Opérate, eh bien, c'est pour l'ADEME et pour le contrôle de l'État, et c'est aussi pour les statistiques. Et ça va être une révolution puisqu'on n'en a à ce jour pas encore. Donc ça, ce sont à l'écran les données qu'il va falloir remplir et que vous avez sûrement remplies déjà, mais vous aurez les slides à la fin du webinaire. Là, nous avons voulu montrer que l'Opérate, ce n'est pas seulement le propriétaire et le locataire qui sont embarqués, mais l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des acteurs autour des bâtiments, entre les fournisseurs d'énergie, les distributeurs, les mainteneurs qu'il va falloir embarquer avec vous dans le décret tertiaire, les parcs IoT, si vous avez décidé d'instrumenter vos parcs avec des capteurs ou des sous-compteurs, puisqu'il va falloir aussi isoler, par exemple, vous avez un bâtiment mixte entre tertiaire et secondaire et vous voulez isoler certaines surfaces, il va falloir mettre des sous-compteurs et ces sous-compteurs vont permettre justement de mesurer les consommations pour la surface et pas pour l'ensemble qui ne serait pas assujetti. Donc, choisir l'année de référence la plus pertinente, on en a parlé, à partir de 2010, et travailler une trajectoire par rapport à cette année de référence. Pour pouvoir la choisir, historique de consommation, avoir effectivement l'ensemble des données de facture pour l'année, et puis savoir quelles actions de réduction de consommation vous avez engagées avant 2020. Il est logique que vous puissiez prendre l'année de référence avant les grands travaux. On vous le conseille. Et ça, je pense que c'est du bon sens et vous l'avez déjà eu comme idée. Effectivement, vous pouvez avoir plusieurs bâtiments avec plusieurs années de référence ou vous pouvez choisir la même année de référence pour l'ensemble de votre parc, à voir si votre parc est
comment dire, et homogène. En fait, c'est une stratégie. Tout ça pour dire que choisir l'année de référence, c'est une stratégie. Il y a plusieurs façons de pouvoir la mettre en place quand vous avez choisi, bien sûr, la consommation relative. Très rapidement, 2022, c'est l'année du droit à l'erreur. Vous pouvez vous tromper. Il n'y a pas de problème. C'est l'année de l'apprentissage. Le ministère nous l'a redit, Marc Leroux nous l'a redit. Et entre nous, je pense que l'année d'apprentissage, c'est aussi pour le ministère et pour l'ADEME. Donc, il y a le droit à l'erreur. Bon, pas trop d'erreurs, bien sûr, mais quand même. Il n'y a pas d'attestation annuelle pour les années 2020 et 2021 parce qu'elle ne compte pas, en fait, de façon générale pour l'ensemble, pour les données. Ça va être l'année la plus chargée, 2022, parce qu'il va y avoir toutes les coordonnées administratives que vous n'allez pas changer tous les ans. Et puis, l'État, enfin le ministère nous a bien dit, on va tenir compte de tous les retours utilisateurs pour pouvoir modifier. Donc, n'hésitez pas de faire vos retours pour pouvoir justement améliorer le système. Très rapidement, arrêter valeur absolue 1, 2 qui fait l'actualité ce mois d'avril, qui a fait l'actualité. On a eu, enfin ce mois de mai, on a eu un arrêté valeur absolue 1 qui est paru en janvier, qui a fixé des valeurs pour certaines catégories, bureaux, services publics, enseignement et logistique. On a une valeur absolue 2 qui va fixer, on va le voir, d'autres catégories. Et je vous ai mis en fait toutes les modifications de la valeur absolue, parce que vraiment, ça a été difficile de faire un plan de cette valeur absolue, tellement il y a eu de petites modifications, de redéfinition des éléments. Donc les majeurs, c'est les nouveaux objectifs en valeur absolue, qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle, bâtiment neuf et multi-occupation, bâtiment neuf sur l'année de référence par exemple. On a le droit à 2 ans d'erreur puisqu'il y a une espèce de rodage sur les bâtiments neufs post-2020. Les dossiers techniques sur la modulation des objectifs, la note éco-énergétique sur la mutualisation des résultats, le changement des sources énergétiques qui ne peut pas excéder en fait en termes de si on renouvelle son mix énergétique, il ne faut pas que l'émission de CO2 de ces sources énergétiques soit supérieure à celle qu'on avait remplacée. Les autres modifications, bon, c'est les combustibles stockés, les sources énergétiques non recensées qu'il va falloir déclarer au ministère, les précisions rédactionnelles dans les tables de données, la liste des stations météo de référence. Donc, c'est très technique et en même temps, il faut quand même connaître pour avoir toutes les chances de son côté pour faire une bonne déclaration et une bonne trajectoire. On attend l'arrêté valeur absolue 3 au deuxième semestre 2022 avec les nouveaux objectifs exprimés en valeur absolue parce qu'on n'a pas l'ensemble des surfaces et l'outre-mer. Donc là, je vous ai mis, parce que je vois que le temps presse, les éléments à retenir de cette valeur absolue 2. Il y en a 5. Vous les verrez dans les slides. Et puis, les catégories pour les valeurs absolues cibles. On vous a mis ceux de l'arrêté 1, ceux de l'arrêté 2 et ceux qui n'ont pas encore été sortis, donc pour deuxième semestre. Donc, vous voyez à l'écran l'ensemble des bâtiments dont on ne sait pas encore quelles sont les valeurs absolues cibles, sachant qu'on peut toujours les traiter en valeurs relatives. Donc, la note éco-énergie tertiaire, vous la connaissez, elle est annuelle. Elle doit être rendue publique et elle s'établit selon l'objectif qui avait été déterminé par Opérat. L'attestation annuelle avec les sanctions si on n'est pas au rendez-vous, le name and shame, les amendes, la note qui doit être publiée, sachant que le name and shame, dans ces temps troublés, mais heureux de l'exigence des parties prenantes quant au greenwashing. Si finalement vous n'êtes pas au rendez-vous, vous pourrez être c'est en termes d'image une vraie perte.
et en termes d'image, une valeur ajoutée si vous êtes au rendez-vous. Les amendes ne sont pas très élevées comme vous le constatez, mais c'est parce qu'on donne cette prééminence à l'image et puis on compte sur tous les acteurs économiques tertiaires pour rentrer dans cette dynamique de performance, d'efficacité énergétique, voire de sobriété énergétique. Marc, je vois que le temps file et qu'on était calé sur quand même une demi-heure pour nous. Je te laisse la parole. Sur les C2E qui vont en fait financer les grandes actions de la trajectoire énergétique. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup, Sylvie. Donc effectivement, je vais vous parler. Donc on voit que le décret tertiaire fixe un cadre extrêmement rigoureux sur la trajectoire de baisse de consommation des bâtiments tertiaires. Et parallèlement à ça, il existe un dispositif qui existe depuis 2006 maintenant et qui demande en fait aux énergéticiens de mettre en place des actions d'économie d'énergie chez leurs clients, leurs prospects, et qui demande à ces énergéticiens d'avoir ce qu'on appelle un rôle actif et incitatif, c'est-à-dire d'inciter les bénéficiaires, donc en l'occurrence par exemple des propriétaires de bâtiments tertiaires, à mettre en place des actions d'économie d'énergie. Et dans 95% des cas, le rôle actif et incitatif, c'est de l'argent qui est versé aux bénéficiaires pour qu'ils puissent basculer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et donc, le dispositif des C2E, il encadre tout ça. Il encadre tout ça. Et donc, globalement, l'État va donner tous les 3-4 ans un objectif de baisse de consommation sur une période. Les énergéticiens, en fonction de leur part de marché, alors les énergéticiens concernés sont les électriciens, les gaziers, les pétroliers et les fuelistes. Les énergéticiens doivent mettre en place pendant la période, donc 3 ou 4 ans, des actions d'économie d'énergie, prouver qu'ils ont bien mis en place ces actions. Et à la fin de la période, en fonction de leur part de marché, on en déduit donc leur niveau d'obligation en matière de production de C2E. Et s'ils sont en deçà de leurs objectifs, ils paieront une pénalité à l'État. Voilà un peu le dispositif global. Donc on voit bien que par rapport au décret tertiaire, ce dispositif C2E, il va permettre, c'est un outil qui va permettre de financer des actions qui viennent s'intégrer dans le cadre du décret tertiaire. Alors, si je résume un peu globalement la démarche d'un opérateur tertiaire. On peut dire que la première démarche, bien évidemment, que vous allez devoir faire, c'est une cartographie de vos sites et de vos bâtiments. Et donc, quelque part, être en mesure de collecter les consommateurs par bâtiment, donc vous donner une image énergétique de l'ensemble de vos bâtiments. Une fois que vous avez cette image énergétique, vous allez commencer une phase d'analyse des consommations par bâtiment et en définissant notamment la situation de référence qu'a très bien décrit Sylvie. Une fois que vous avez cette situation de référence, il y a probablement des bâtiments sur lesquels il est plus urgent de travailler. Et donc, vous allez prioriser vos bâtiments clés. Et au sein de chaque bâtiment clé, vous allez pouvoir aussi prioriser des actions à mener pour baisser la consommation de ces bâtiments. Les actions, on peut considérer qu'il y a des actions autour du comportement. Donc, c'est l'utilisation que vous faites du bâtiment, quels sont les gestes au quotidien à faire le bâtiment, des gestes tout simples, vous éteignez la lumière quand vous sortez de votre bureau. Donc, des comportements. Deuxième point, c'est la partie maintenance, et il y a probablement des actions que vous pouvez mettre en place sur le plan de la maintenance des bâtiments qui permettent aussi de réduire la consommation d'énergie. Et puis, troisième point, c'est des travaux. Plutôt orientés sur l'efficacité énergétique. Et donc, derrière ça, vous allez en déduire quelque part votre plan de financement, notamment des travaux. Et c'est là où les certificats d'économie d'énergie peuvent entrer en jeu, puisque une fois que vous avez identifié vos travaux, vos plans de financement, vous allez chercher à voir comment vous pouvez aider au financement.
Et donc, c'est là où vous allez regarder les certificats d'économie d'énergie. Si on peut juste revenir en arrière. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir identifier les équipements qui sont éligibles au C2E, identifier un acteur avec qui vous allez travailler, négocier un prix en euros par mégawattheure CUMAC et constituer le ou les dossiers C2E. Et ensuite, je finis, donc vous allez mettre en œuvre ces actions, vous allez mesurer l'impact des actions sur les consommations, et puis à partir de là, c'est une sorte de boucle, et en permanence, vous allez recartographier le site et bâtiment. Alors, je vous propose de regarder juste le slide d'après, justement les grandes étapes sur les C2E. Donc, identifier les équipements éligibles au C2E. En fait, vous avez aujourd'hui un catalogue de fiches d'opération qui existent, notamment sur le tertiaire. Et sur le tertiaire, vous avez 56 fiches qui existent. Ces 56 fiches, elles décrivent en fait les actions qui sont éligibles au dispositif C2E et qui peuvent donner lieu à un financement par un énergéticien de cette action. Donc, je reviendrai après, très rapidement le descriptif des 56 fiches. Ensuite, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est identifier un acteur avec lequel vous allez travailler pour justement valoriser ces certificats d'économie d'énergie. Alors, dans le périmètre des certificats d'économie d'énergie, vous avez plusieurs acteurs. D'abord, vous avez les obligés. Les obligés, ce sont donc des vendeurs d'énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé. Et quand vous dépassez ce seuil de vente sur l'énergie, vous devenez obligé au titre du dispositif C2E, c'est-à-dire que vous devez produire des certificats d'économie d'énergie. Les obligés, j'en ai parlé, hein, ce sont les vendeurs d'électricité, gaz, fuel, carburant. Ensuite, vous avez des délégataires d'obligations. Ce sont des sociétés dont la spécialité est de produire des certificats d'économie d'énergie pour le compte des obligés. Sachant que les obligés, ils ont la possibilité de déléguer une partie de leurs obligations à un tiers. Et donc, ces acteurs, ils produisent des C2E et pour assurer le niveau d'obligation sur lequel ils ont un contrat avec les obligés, ils produisent un petit peu plus et le un peu plus, ils vont le vendre sur le marché et c'est comme ça qu'ils vont faire leur marge. Ensuite, vous avez des fournisseurs d'équipements, des installateurs, qui, eux, ont probablement ont en amont passé un contrat avec un objet ou un délégataire pour valoriser des C2E et qui vont rétrocéder toute ou partie de la valeur des C2E négociée en amont avec l'objet et le délégataire aux bénéficiaires. Et donc, qui peuvent intégrer directement dans leurs travaux l'aide financière apportée par les C2E. Puis, vous avez des bureaux d'études qui sont prescripteurs de solutions éligibles au dispositif C2E. Et si je veux être tout à fait complet, je rajouterai à cela les éligibles. Les éligibles sont les collectivités locales qui ont un patrimoine et qui peuvent produire des certificats d'économie d'énergie sur leur patrimoine et ensuite revendre leurs certificats d'économie d'énergie papier à des obligés ou à des délégataires. Et donc, ce qui crée un marché du certificat d'économie d'énergie. Donc déjà, la première chose pour faire un dossier C2E, c'est déjà identifier un acteur avec lequel vous allez travailler, avec lequel vous allez valoriser les actions sur votre parc. Ensuite, vous allez constituer donc un dossier C2E. Un dossier C2E, en gros, c'est 3 jalons. Le premier jalon, qui est extrêmement important, c'est que l'obligé ou le délégataire, pour prétendre à un certificat d'économie d'énergie, doit prouver qu'il a eu un rôle actif et incitatif. Donc, ça veut dire qu'il a eu un accord en amont d'un devis en disant « je vais vous aider à valoriser les C2E ». Donc souvent, c'est un contrat commercial qui fixe une valeur de certificat d'économie d'énergie sur une durée, ça peut être 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Ensuite, le deuxième point clé, c'est la date d'engagement de l'opération, c'est-à-dire c'est la date à partir de laquelle vous allez signer le devis de l'opération, parce que cette date d'engagement, elle fixe la date les arrêtés, notamment fiches, avec lesquels que vous allez pouvoir utiliser. C'est-à-dire que vous avez des versions de fiches et en fonction du moment où vous avez votre date d'engagement, ça détermine la version de fiche que vous devez utiliser. Ensuite, vous allez faire des travaux. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte majeure sur les travaux. Et à la fin des travaux, il y a ce qu'on appelle la date d'achèvement d'opération.
qui est matérialisée généralement par la facture et la signature d'une attestation sur l'honneur qui résume globalement le projet C2E. Et l'attestation sur la date d'achèvement de l'opération, elle est importante parce qu'à partir de la date d'achèvement d'opération, les acteurs demandeurs de C2E, donc les obligés ou les délégataires, donc qui vont déposer sur leur compte leur certificat d'économie d'énergie, ils ont 1 an pour déposer les dossiers. Donc cette date, elle est très importante pour les obligés, les délégataires. Voilà, quelques mots sur les fiches, quelques mots, oui, sur la période actuelle des certificats d'économie d'énergie. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie fonctionnent par des périodes de 3 à 4 ans. Donc on est aujourd'hui, on a attaqué au 1er janvier 2022 la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Cette période va aller jusqu'au 31 décembre 2025. La période, elle a une obligation, donc l'État fixe une obligation d'économie d'énergie globale de 2500 TWh CUMAC. Alors le CUMAC, c'est quoi? C'est cumulé actualisé, parce que dans les C2E, on calcule les économies d'énergie sur les durées de vie des équipements. Je m'explique. Vous changez une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, ça a une durée de vie de 15 ans. La fiche d'opération standardisée, elle va vous donner un forfait en mégawattheure CUMAC de certificat d'économie d'énergie. Ça veut dire qu'on va calculer les économies d'énergie que vous faites en mettant une pompe à chaleur par rapport à une chaudière fuel sur la durée de vie de cette pompe à chaleur qui est de 15 ans, avec un coefficient de dégradation qui prend en compte la perte de performance de votre équipement, à peu près 4% par an. Donc l'obligation sur cette 5e période, elle est de 2500 TWh CUMAC avec 730 TWh CUMAC au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Alors, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, donc je ne vais pas trop en parler. Donc, globalement, l'obligation par rapport à la période précédente, elle est de plus 17%. Sauf que si on regarde plus fondamentalement, plus précisément le dispositif, on se rend compte qu'en C2E réel, c'est 35% d'augmentation, puisque la Direction générale énergie-climat associe souvent à ces dispositifs du C2E des bonifications. On avait dit par exemple ce qu'on appelle des coups de pouce qui viennent aider les ménages précaires. Par exemple, sur l'isolation des combles, on a le coup de pouce isolation qui permet de financer 100% en fait des travaux. Bon, ça, en 5e période, la DGEC a décidé de supprimer ça. Et Donc, ça veut Marc, dire que sur la Marc, 5e période, oui. vous pensez qu'il va y avoir un coup de pouce pour le tertiaire? Alors, pour l'instant, la DGEC n'en a pas parlé, mais si on se rend compte qu'avec le décret tertiaire, que bon nombre de bâtiments ne sont absolument pas au rendez-vous, la DGEC pourrait tout à fait, là c'est un choix politique, au travers du ou de la ministre, décider effectivement d'un coup de pouce tertiaire pour accélérer la rénovation sur le tertiaire. C'est exactement ça, un coup de pouce, ça vient accélérer les rénovations. Puisqu'en fait, pour une même opération, vous donnez plus de certificats d'économie d'énergie. Donc, si vous donnez plus de certificats d'économie d'énergie, vous donnez plus d'argent. Donc, la 5e période, elle est lancée, elle est assez ambitieuse. La pénalité, j'en ai parlé tout à l'heure, la pénalité, elle est de 15 € par mégawattheure CUMAC. Ça veut dire que si les acteurs ne produisent pas l'obligation qu'ils doivent réaliser, ils doivent payer à l'État 15 € par mégawattheure CUMAC non produit. Ensuite, cette point structurant en 5e période, c'est un pilotage renforcé avec des déclarations annuelles des ventes, des suivis trimestriels, un renforcement des contrôles, et puis une probable évolution à la hausse de cette obligation du fait d'une évolution de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, puisqu'en fait 80% de l'article 7 de la directive européenne, qui fixe en fait des baisses de consommation par État membre, est porté en France par le dispositif C2E. Donc, si vous augmentez le niveau de contrainte sur cette obligation de directive européenne, bien évidemment, vous êtes obligé de rehausser les objectifs de baisse de consommation d'énergie sur le marché français. Donc, on s'attend à une révision des objectifs d'obligation 5e période, probablement en 2024-2025.
Voilà les grands points structurants pour la 5e période. Quelques mots sur le catalogue de fiches d'opérations standardisées. Donc, sur le tertiaire, je l'ai dit, vous avez à peu près 56 fiches d'opérations. Vous avez des fiches qui traitent du chaud, là, vous les avez en rouge. Donc, BAT, ça correspond à du bâtiment. SE, c'est service. TH, c'est thermique. Et EQ, c'est équipement. Et puis, vous avez un numéro, et donc, vous voyez, par exemple, la BAT TH102, chaudière collective haute performance énergétique. Voilà. Vous avez des fiches qui traitent de l'isolation de l'enveloppe et des circuits. Vous avez des fiches derrière qui traitent de la ventilation, de l'éclairage et du froid. Voilà, donc tout ça, ça permet quand même globalement de réaliser pas mal de travaux d'efficacité énergétique sur des bâtiments et au travers de ce dispositif C2E de financer ces équipements. Pour que vous ayez les choses en tête, on est sur des financements qui, en fonction des fiches, hein, bien évidemment, plus vous avez des économies d'énergie, plus les forfaits de certificats d'économie d'énergie sont importants, mais on peut assez facilement imaginer financer entre 15 30% des travaux, et, enfin équipements plus travaux, des équipements qui sont cités ici. Donc c'est pas négligeable. Et quand c'est bien pris et pris dans l'ordre, ça peut être un dispositif particulièrement redoutable. Absolument, Marc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les trajectoires quand vous allez déterminer des scénarios d'action pour pouvoir pour pouvoir établir des trajectoires et atteindre des objectifs. Il faut bien intégrer tous ces éléments-là en même temps. C'est-à-dire que vous allez avoir une ingénierie à la fois bâtimentaire, énergétique et une ingénierie financière à mettre en place pour optimiser bien l'ensemble de vos bouquets d'actions. Donc, bien être attentif à cela. Exactement. Ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que globalement, vous pouvez, avec les C2E, obtenir une trajectoire assez ambitieuse. Pourquoi? Parce que nos fiches d'opérations standardisées sont toujours calculées par rapport à une situation de référence. Et la situation de référence sur les fiches, c'est à minima la réglementation. Donc, les fiches d'opérations standardisées viennent toujours tirer le marché vers le haut, vers toujours plus d'efficacité énergétique. Donc, vous êtes dans tous les cas au-dessus de la réglementation. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir une trajectoire plutôt ambitieuse en matière d'efficacité énergétique. Oui, c'est ce que vous disiez, Marc, quand on préparait ce webinaire, que vous aviez eu des retours des utilisateurs C2E qui disaient que grâce au C2E, ils faisaient plus que ce qu'ils avaient, escompté. Exactement. Voire, ça peut leur donner des idées d'opérations auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et dépasser un peu les objectifs, c'est pas inintéressant dans le cadre du décret tertiaire, car vous avez ce qu'on appelle la mutualisation des résultats. Quand certains équipements ont été plus performants qu'attendus, eh bien, le plus peut être réaffecté à une autre, alors pour le coup, entité fonctionnelle, peut être réaffecté à un autre élément de votre unité foncière, enfin de votre parc, on va être général, et vous allez pouvoir mutualiser les résultats pour compenser les très bons résultats de l'un et les moins bons résultats de l'autre. Donc, dépasser les objectifs, c'est pas si mal pour une vue d'ensemble. Alors ensuite, quelques mots peut-être sur donc ça je vous laisse, hein, vous irez sur la T2E, vous pouvez trouver les fiches d'opération. Les C2E, ça porte aussi des programmes, donc vous avez des programmes qui peuvent vous intéresser, le programme ProSMEN, où là, ça vous permet de financer jusqu'à 40 000 € de dépenses liées à la certification ISO 50001, ou 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés ISO 50001. Donc là, je vous ai mis le site, vous allez dessus. Et puis le programme ProRefi, qui est un programme sur les référents énergie, donc qui peut être accompagné. Vous pouvez aussi avoir des référents énergie sur le tertiaire. Donc c'est un programme de formation, 6 heures de MOOC, 2 jours de stage en présentiel, et ensuite un coaching pour mettre en place tous les équipements du suivi des consommations sur les sites. Et là, pour une entreprise de plus de 300 personnes
vous payez 50% du montant total des frais pédagogiques. Pour les entreprises de moins de 300 personnes, c'est gratuit. Voilà. Et puis quelques mots, je crois, sur le contrat de performance énergétique. C'est le slide d'après. Donc, dans le cadre des textes réglementaires et notamment de l'arrêté du 29 décembre 2014 qui est relatif aux modalités d'application des certificats d'économie d'énergie, vous avez l'article 6 qui prévoit des bonifications des certificats d'économie d'énergie. Et vous avez le contrat de performance énergétique. Donc, le contrat de performance énergétique qui va fixer en fait une trajectoire de baisse de consommation d'énergie. Et si le pilote de ce contrat n'est pas à l'objectif de cette baisse de consommation énergétique, il se doit de payer des pénalités aux bénéficiaires et aux propriétaires du bâtiment. Et donc, dans le cadre du contrat de performance énergétique dans le tertiaire, vous avez, si vous faites un contrat de performance énergétique et qu'au sein de ce contrat de performance énergétique, vous faites appel à des opérations éligibles au dispositif C2E, vous avez une bonification de vos forfaits C2E. Et donc, quelque part, vous avez des aides financières supplémentaires. Donc, vous rentrez dans une démarche extrêmement vertueuse dans lequel vous avez une aide au financement supplémentaire et dans le cadre d'un contrat de performance énergétique qui est lui-même plutôt vertueux puisque vous fixez des objectifs avec un tiers qui porte votre contrat et avec la garantie derrière que ces objectifs seront atteints. Donc ça, je vous incite aussi bien évidemment à regarder ce sujet de contrat de performance énergétique. C'est vrai qu'en général, c'est avec les mainteneurs que cela se… Enfin, je sais que les mainteneurs les utilisent beaucoup Oui. dans leur contractualisation. Oui. Effectivement, tout le talent, c'est de pouvoir combiner C2E, CPE, bouquet d'actions et atteinte des objectifs du décret tertiaire. Voilà. Voilà, Sylvie, j'en ai fini sur les ST2E. Alors, on est dans les temps. Place à vos questions. Nathalie, en as-tu déjà dans… Oui, on en a de nombreuses. Alors, nous sommes prêts avec Marc à répondre à vos questions. Alors, première question, les mètres carrés servant à loger des employés sont-ils à comptabiliser dans le cadre du décret tertiaire? Ah là, ça c'est une grande question. Vous pouvez… Alors, tout va dépendre. Les logements de fonction, si ils sont déjà, il faut que ça soit sur la même unité foncière. Si c'est pas sur la même unité foncière, ce n'est pas assujetti. Si c'est sur la même unité foncière, en général, ceux-ci ne sont pas assujettis à part. Les logements de fonction, par exemple, d'un préfet dans sa préfecture est assujetti, mais les logements de fonction de professeurs dans leur école ne sont pas assujettis. Donc, il faudra vraiment veiller à identifier les logements de fonction des employés par rapport au bâtiment en lui-même, si c'est sur la même unité foncière, mais le logement, si ça dépend vraiment de l'entité fonctionnelle ou pas, mais si ce n'est pas assujetti. Enfin, vraiment, il y a plusieurs conditions à vérifier avant de déterminer si c'est assujetti ou pas. Mais en général, ça l'est pas. Alors, est-ce que ce décret s'applique aux ICPE, notamment rubrique 1510? Alors, ICPE, pouvez-vous préciser? Alors, la rubrique 1510, très exactement, concerne le stockage de matières, de produits ou de substances combustibles dans des entrepôts couverts. Alors, effectivement, il y a une règle sur le stockage, plus 3 jours, moins 3 jours. Plus 3 jours, c'est assujetti, moins 3 jours, ça ne l'est pas. À revérifier dans le FAQ sur le sujet et je revérifierai la réponse. Mais effectivement, le stockage, il y a donc 2 cas. C'est assujetti quand c'est un long stockage, ça ne l'est plus quand c'est un court stockage. Et il y a un élément complémentaire très technique dans l'arrêté 2 que je vous ferai passer. Donc Nathalie, note bien le mail et
nous ferons passer la réponse plus précise. Très bien. Bonjour, les objectifs de réduction affichés sont calculés en fonction de quelle référence? Alors, en général, c'est en fonction d'une année de consommation déterminée. C'est-à-dire si, par exemple, vous prenez votre année de référence 2011, l'ensemble des données de consommation énergétique 2011 sera calculé en fonction de l'ensemble des données de consommation 2022. Vous allez déclarer l'ensemble des consommations énergétiques de votre année de référence et ensuite Opérat va calculer lui-même automatiquement les objectifs à atteindre en 2030 par rapport à cette année de référence que vous aurez choisie, on va dire 2011. Vous allez prendre l'ensemble des données énergétiques 2011 que vous aurez grâce à vos factures, grâce à vos relevés de compteurs si vous les avez encore. Il va falloir en avoir sur toute l'année. Et Opérat va ensuite calculer sur 2030 quels seraient vos objectifs à moins 40 en fonction de cet ensemble de données de consommation de l'année de référence. J'espère, et de tous les bâtiments tertiaires que vous avez qui sont assujettis. Donc, bien déterminer quels sont les bâtiments assujettis, bien déterminer une année de référence pour ces bâtiments assujettis. Vous pouvez avoir plusieurs bâtiments, plusieurs années de référence, bien déclarer l'ensemble des consommations de cette année de référence et ensuite vous aurez le calcul des objectifs à 40, 50 et 60% par Opérat dans l'attestation. Merci pour cette réponse très claire. Pour les bâtiments tertiaires sur site industriel, notamment dans le cadre de bureaux noyés dans des zones de production, peut-on bénéficier de C2E liés au raccordement à un réseau de chaleur? BAT TH 127. Marc, c'est pour vous. Oui, donc sur un site industriel, effectivement, vous allez pouvoir traiter les bâtiments tertiaires avec les fiches tertiaires. Et donc, pas de problème pour les raccorder à un réseau de chaleur. D'accord, très bien. Alors, bonjour, concernant le choix de l'année de référence, j'ai compris que nous devions ajuster les consommations en fonction des données météo. Quelle est la méthode? Effectivement, vous avez des données climatiques dont vous avez la liste sur l'arrêté valeur. Alors, vous allez faire vos déclarations sur Opérat et en fonction de votre localisation, Opérat va affecter une correction climatique. Donc, c'est automatique dans Opérat. Mais effectivement, il va falloir être bien précis sur les localisations, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, Opérat va procéder à cette correction de façon automatique. Merci. Alors, une question pour Marc. Ne pensez-vous pas que ces projets soient mis à mal par des valeurs de C2E à un niveau particulièrement bas? Quelles mesures sont prévues pour faire remonter la valeur à un niveau limitant le reste à charge aujourd'hui trop élevé? Alors, la question fait effectivement référence au prix du certificat d'économie d'énergie qui peut être fluctuant. Pour faire simple, lorsque les acteurs énergéticiens produisent beaucoup de certificats d'économie d'énergie et qu'ils sont sûrs d'atteindre leurs obligations, les prix vont plutôt être orientés à la baisse. Lorsque par contre, ils vont être non assurés de réaliser leurs obligations, les prix vont être orientés à la hausse. Actuellement, on vient de finir une 4e période des certificats d'économie d'énergie et les énergéticiens ont produit plus que leurs obligations. Donc, il y a des stocks, il y a entre 500, un peu plus de 500 TWh de stock. Ce qui veut dire qu'on a à peu près entre 8 et 1 an de production de certificats d'économie d'énergie déjà assurés. Donc, à l'heure actuelle, les prix sont orientés à la baisse.
on est en prix C2E papier à 5,90 €. Donc, bien évidemment, quand les prix sont orientés à la baisse, les aides financières qui sont apportées pour accompagner les opérations, elles sont aussi à la baisse. Donc, mon analyse, c'est que à l'heure actuelle, c'est transitoire. C'est-à-dire que on voit bien que aujourd'hui, il y a une très forte baisse de la production des C2E pour un certain nombre de facteurs. D'abord parce qu'il y a des stocks, parce qu'il y a des bonifications qui ont été supprimées, il y a des fiches qui ont été révisées avec des forfaits à la baisse, etc. Et donc, effectivement, c'est plus compliqué de produire aujourd'hui. Une fois que les stocks seront résorbés, ma foi, le prix va repartir à la hausse. Et là, ça deviendra extrêmement intéressant à nouveau d'utiliser le prix des C2E. Donc oui, c'est un dispositif qui est fluctuant. Pour avoir une idée des prix des C2E, je vous engage à aller sur la plateforme EMI, E2MY. Donc vous tapez www.emi.fr et là vous allez obtenir tous les prix des C2E, l'indice C2E mensuel, spot, etc. Bon, Ça vous après, donne une idée, une tendance. après on n'est pas… peut-être que ce fameux coup de pouce tertiaire, un jour, se fera… Alors oui, après, qu'est-ce qui peut être envisagé pour remonter les prix? D'abord, remonter l'obligation. Et ça, c'est ce qui Ouais, va se passer mécaniquement avec l'évolution de la directive européenne sur l'efficacité c'est énergétique. sûr. Voilà, et donc la DGEC y travaille. Donc, si vous augmentez l'obligation des C2E, bien évidemment, ça va durcir le marché, et le marché il va repartir à la hausse. Voilà. Ouais, sans parler du fait qu'il y aura beaucoup plus de travaux dans les 10 ans à cause du décret tertiaire de manière contextuelle, donc peut-être plus de demandes de C2E, donc un stock qui va être un peu moins important qu'aujourd'hui. Peut-être, non? Enfin, si c'est la logique. Enfin, s'ils produisent beaucoup, non, ça va C'est ça. faire baisser mais bon, Je me si demandais s'il y avait une logique. l'obligation va augmenter, donc de toute manière, on aura besoin de Plus. production, d'autant que globalement, quand vous regardez les gisements, il n'y a pas tant de gisements d'économie d'énergie que cela à réaliser au travers des CE2. Mm. Très bien. Alors, question suivante. Le programme ProSmen pourrait-il être applicable aux entreprises en cours de certification ISO 5001, certificat obtenu après le 1er octobre 2022? Oh, alors, je ne sais plus si c'est ça, il faudrait que vous allez sur le site du ProSmen. Normalement, tout est expliqué. Je ne vais pas dans le détail l'éligibilité. Et je ne sais pas si vous pouvez prétendre à accompagnement si vous avez déjà démarré. Si vous en êtes au début, je pense, mais vérifiez sur le site ProSMN. Ok, merci. Si on a une approche en valeur relative et plusieurs bâtiments sur un même site, l'approche doit-elle se faire bâtiment par bâtiment ou peut-elle se faire au niveau de l'ensemble du site? Ça va dépendre. C'est une stratégie à adopter. Soit les bâtiments sont très similaires, même année de construction, même type de consommation, même comportement, tout similaire. Effectivement, vous pouvez identifier une année de référence pour l'ensemble. C'était ça, si c'est très différencié, c'est mieux d'avoir une stratégie différenciée. Donc bâtiment par bâtiment. Tout va dépendre un peu de la nature du bâtiment et de la nature de l'ensemble des bâtiments et du comportement énergétique de chacun de vos bâtiments. Merci. Bonjour, s'il n'y a pas de sous-compteur, comment sortir une partie de bâtiment non assujetti? Par exemple, dans un groupe scolaire, le logement de fonction, la chapelle. Peut-on faire au tantième? On vous conseille fortement des sous-compteurs. Voilà ce que j'ai à dire. Fortement. Effectivement, il y a cette notion de tantième, mais
la problématique du sous-comptage, elle émerge et elle va devenir de plus en plus importante par rapport à l'assujettissement. D'accord. Alors, à la personne qui dit qu'elle a envoyé une question par mail la semaine dernière, Oui, je peut-elle, lui envoie la réponse tout à l'heure. Je D'accord, très j'ai bien. oublié de lui envoyer hier, mais qu'elle ne D'accord, s'inquiète parfait. pas, je lui ai répondu. Très bien. Alors, nous sommes une entreprise industrielle. Le site dispose d'un bâtiment administratif, donc assujetti au décret tertiaire, et de l'usine au sein de laquelle se trouve une zone de bureau pour les commerciaux et le planning. Doit-on calculer par bâtiment ou bien par cumul des mètres carrés des bureaux? Alors, ça va dépendre si c'est la même. Alors, si c'est la même unité foncière, c'est toujours la même chose. Si c'est la même unité foncière ou si c'est une unité foncière différente. Si c'est deux unités foncières, c'est deux éléments différents. Si c'est la même entité foncière, si c'est la même unité foncière, mais vous avez plusieurs entités fonctionnelles tertiaires, vous cumulez les entités fonctionnelles tertiaires dans la même unité. Mais il faut que je vois de manière plus précise pour être sûre de ce que je dis. Mais en fait, effectivement, on cumule les entités foncières, on cumule les bâtiments dans une même entité foncière, entité fonctionnelle, pardon. Entité fonctionnelle, c'est que si géographiquement c'est proche, si géographiquement c'est proche et que vous décidez que c'est la même entité fonctionnelle, vos bureaux sont la même entité fonctionnelle, vous pouvez cumuler les mètres carrés. Par exemple, une même entité fonctionnelle peut contenir plusieurs bâtiments. Par contre, si ce n'est pas la même unité foncière, ça c'est sûr que c'est pas cumulable. Voilà. Mais il faut que je vois vos plans pour vous dire ça de manière précise. On reprendra contact Nos avec experts. vous. Nos Oui. experts. Oui. Mais Alors, c'est cumulable si c'est la même unité foncière. L'entité fonctionnelle peut contenir plusieurs bâtiments si c'est proche géographiquement. D'accord. Alors, une question concernant les C2E. Parle-t-on exclusivement de bâtiments anciens? Il semblerait que les extensions ne puissent pas bénéficier d'aide. Alors, généralement, dans les fiches d'opérations standardisées, on fait des opérations effectivement sur des bâtiments existants de plus de 2 ans. Donc, voilà. Après, il y a toujours, dans tous les cas, c'est à identifier directement dans les fiches d'opérations standardisées. C'est-à-dire que dans les fiches d'opérations standardisées, vous avez toujours le secteur d'application. Et quand on vous met secteur tertiaire existant, là, c'est plus de 2 ans. Si on ne vous le met pas, c'est que c'est utilisable sur des bâtiments neufs. Je prends par exemple la BAT, alors c'est pas le bon exemple en BAT N108, mais la BAT N108, par exemple, c'est bâtiment tertiaire existant ou neuf. Donc, dans tous les cas, c'est identifié dans la fiche d'opération standardisée. D'accord. Alors, est-ce que les autoconsommations énergétiques doivent être intégrées dans le suivi de la performance énergétique? A priori, oui. Mais je pense qu'il y a des éléments d'arrêté qui vont définir cela de façon beaucoup plus précise. La logique veut que oui. Merci. Alors, est-ce que l'investissement dans des sous-compteurs peut être financé par des C2E? C'est une bonne question. Ça. Alors, aujourd'hui, pas encore. Alors, c'est le cas en industrie. Ah, c'est une Puisqu'en super question. industrie, on a l'INDUT 136 qui vise à mettre en place des indicateurs de la performance énergétique en industrie et qui prend en charge l'investissement sur sous-comptage, logiciel, etc. Nous avons une demande très forte de dupliquer cette fiche industrie en tertiaire. Donc, je pense que sur
sur 2023, il existera une fiche dans le tertiaire du même type que celle de l'industrie qui vous permettra de prendre en charge le sous-comptage. Ah, c'est une belle nouvelle. J'allais le dire. Effectivement. Tu peux le redire parce que c'est tellement belle nouvelle. Viva! Alors, comment fait-on si un bâtiment a été construit en 2019 pour déterminer l'année de référence? Alors, il a été construit en 2019, mais il a été mis en service en 2019 ou en 2020. Vous allez déterminer l'année de référence en 2020, mais vous avez une possibilité de rodage pendant 2 ans pour choisir l'année de référence. C'est paru au dernier arrêté, là, en avril dernier. Donc, effectivement, vous avez l'année de référence. En général, quand vous avez un bâtiment neuf comme cela, on ne passe pas par l'année de référence, on passe par les valeurs absolues. Puisque quand vous allez construire votre bâtiment, vous allez être attentif à sa consommation énergétique aujourd'hui. Et vous avez les normes RE 2020 qui sont c'est les normes RE 2020 très attentives à ces normes énergétiques. Donc, en général, vous n'êtes pas très loin des objectifs en valeur absolue. Donc, pour pouvoir atteindre les objectifs des critères tertiaires, on est plus en valeur absolue qu'en valeur relative. Maintenant, si vous avez des défauts, que vous êtes très loin en valeur absolue des consommations énergétiques cibles, eh bien, vous allez passer par la valeur relative, mais c'est vraiment très rare. Il faut vraiment qu'il y ait soit c'est une réhabilitation, et encore, même une réhabilitation, on fait très attention aux consommations énergétiques. Mais en général, on passe par la valeur absolue et pas par la valeur relative. Mais effectivement, si vous définissez une année de référence, ça sera la première année avec une possibilité pendant 2 ans de la changer si vous le souhaitez. Merci. Alors, 2 dernières questions. Est-ce que le remplacement d'un bâtiment par du neuf peut être assujetti? Destruction d'un bâtiment de bureau et reconstruction d'un neuf. De bureau? Oui. Ah oui, à partir du moment où il est de bureau, il est assujetti et c'est la même réponse que la précédente. C'est que vous allez avoir des consommations absolues au mètre carré très proches, on vous le souhaite, des objectifs. Donc, vous verrez ça ensuite entre 2030 et 2040. Mais bien sûr, c'est assujetti, oui. Mais il faut qu'il soit construit. Hein. S'il n'est pas construit, pendant sa construction, il ne l'est pas. Il faut que ça soit construit et calé dans sa construction. Enfin, fini, quoi. Pardon. Il faut que le bâtiment soit construit. Et effectivement, il y a des endroits sur Opéra de déclaration où vous mettez la date de réhabilitation. Et au moment où il est en construction, donc non actif, il n'est pas assujetti jusqu'au moment où ils sont actifs. Il faudrait que je vais quand même revérifier, mais il me semble que c'est ça. Alors, et peut-être alors 2 dernières questions encore, puisque les questions continuent de tomber. Je pense que ça concerne les C2E. Qu'en est-il des logiciels de comptabilité des énergies consommées? Des logiciels de comptabilité. C'est-à-dire, la question, c'est probablement, est-ce qu'il existe une fiche permettant de collecter, d'analyser les énergies. Donc, pour l'instant, on a juste une fiche qui traite des systèmes de gestion technique de bâtiments pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La GTB? Oui, la GTB, donc qui est la BAT TH 116, mais on n'a pas de fiche à proprement parler sur les logiciels de gestion des consommations dans le tertiaire. Oui, c'est comme. Non, oui, on le saurait sinon. Ça existe on le saurait, on aurait bien aimé, mais on le saurait. Ça existe chez les particuliers, mais pas sur le bâtiment tertiaire. D'accord.
Et cette fois, la dernière question, je pense. Donc, les objectifs de diminution de consommation énergétique sont-ils pondérés par unité de production? Si la production augmente, peut-on atteindre les objectifs du décret en améliorant la performance énergétique, mais en consommant tout de même plus que l'année de référence? Oui, puisqu'il y a l'indicateur use qui est l'indicateur de l'utilisation, enfin il y a l'indicateur use qui augmente, donc nécessairement les objectifs seront en fonction de cet indicateur qui augmente, absolument. Puisque à chaque fois que vous allez rentrer, en fait, la déclaration opérate est annuelle. Donc, vous allez rentrer vos indicateurs d'intensité d'usage chaque année. Et chaque année, Opera recalculera votre objectif par rapport à ce que vous avez rentré. Donc, nécessairement, le calcul d'objectif se fera en fonction de l'intensité d'usage. Si elle augmente, eh ben, le calcul le prendra en compte puisque vous aurez rempli des indicateurs d'usage plus importants. Et donc, peut-être un chauffage plus important, une ventilation plus importante. Mais effectivement, l'objectif, c'est de diminuer les consommations énergétiques. Mais comme vous aurez une production plus importante, vous rentrerez les éléments de cette production plus importante dans Opérate qui vous recalculera les objectifs en fonction de ces nouveaux éléments. Mais l'objectif, c'est vraiment d'imaginer des équipements moins gourmand en termes d'énergie, une organisation moins gourmande en termes d'énergie, donc de renouveler les équipements, d'imaginer d'autres ingénieries, de travailler d'autres façons de climatiser plus sobre vos bâtiments. Donc, l'objectif est de baisser les consommations énergétiques à production constante et même à production croissante. Trouver comment diminuer ses consommations énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'au début du webinaire, je vous disais, tous les éléments sont fixés pour 2030, mais on ne sait pas demain, donc après 2030, comment s'organisera économiquement le tertiaire. Et ça, c'est une vraie question. C'est comment produire plus à consommation énergétique égale, par exemple, ou comment produire plus à consommation énergétique moins importante. Ça, c'est le grand défi. Et alors, en fait, cette question, elle ouvre vraiment plusieurs objets de réponse. La première, elle est, on va dire, idéologique en fonction de l'objectif que le décret tertiaire s'est fixé. C'est vraiment de diminuer drastiquement les consommations énergétiques à production égale, même à production qui augmente. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, si vous avez, je ne sais pas, augmenté tellement la production et toutes les ROI de consommation énergétique moins importantes sont disproportionnées par rapport aux économies, là, vous allez moduler vos objectifs parce que vous ne pouvez plus atteindre les objectifs demandés, parce que les choses ont trop changé ou vous êtes trop loin des objectifs. Là, vous allez moduler ces objectifs-là et il va falloir produire un dossier technique qui va expliquer pourquoi vous ne pouvez plus atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est la deuxième façon d'expliquer que vous ne serez pas à l'objectif, si vous voulez. Et la troisième, c'est celle que j'ai dit en premier, c'est que de toute façon, vous allez changer vos indicateurs d'intensité d'usage. Et donc, nécessairement, il va y avoir un changement dans la déclaration opérate. Cela dit, ça ne vous exclut pas de l'obligation de diminuer de 40%. Voilà. Mais en effet, il va falloir imaginer peut-être une autre façon de produire. Ça, je le dis de façon très large parce que c'est l'objectif. En fait, l'objectif, c'est de changer. L'objectif, c'est de ne pas être proportionnel ou pire, exponentiel. C'est de changer sa façon de faire.
Et effectivement, on va avoir des questions de plus en plus importantes. Là, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la déclaration opérate. Bien sûr, c'est normal, c'est la nouvelle échéance. Une fois que ce 30 septembre va passer, on va se poser les vraies questions qui sont celles que vous venez de poser. C'est comment on va assurer une trajectoire cohérente avec l'augmentation de notre production, avec le changement, avec tout ce qui va arriver dans notre vie pendant 10 ans, comment on va pouvoir rester sur la trajectoire. Et c'est là, effectivement, que des gens comme Sobre, mais comme nos concurrents, je sais qu'il y en a pas mal dans l'audience, et même sur des spécialistes énergéticiens, c'est là où ils vont devoir se poser et dire comment, avec des paramètres qui changent, on va pouvoir rester sur une trajectoire de sobriété. Et c'est là que, si vous voulez, le combat commence, entre guillemets, c'est là où le mariage commence. c'est la même problématique. Là, on est sur la déclaration, on est de façon assez simple sur les éléments de constat, mais demain, c'est-à-dire l'année prochaine et ainsi que les 10 prochaines années, comment on va se situer dans cette trajectoire de sobriété? C'est vraiment la vraie question. Revoir nos façons de produire, au-delà du bâtimentaire, comment travailler en effet ce qui nous est nécessaire pour fonctionner. Et c'est la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'on va automatiser certaines choses? Est-ce qu'on va mesurer de manière tellement fine qu'on va pouvoir séparer certaines surfaces? Nous, on a des clients qui sont très matures et qui nous disent on a tout fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour atteindre les 30% ou les 40% de plus? Et ça, c'est le travail qui commence. C'est le travail des énergéticiens qui commence. Et je trouve que cette question est une question hyper pertinente. Effectivement, comment diminuer quand on produit plus? Ce sera la vraie difficulté. Enfin, la difficulté et en même temps le challenge, et en même temps la créativité, et en même temps un phénomène de société. La sobriété, c'est comment utiliser moins avec des besoins qui augmentent plus, ou revoir nos besoins. Mais ça a un impact beaucoup plus profond ça va avoir un impact profond. En tout cas, c'est l'esprit du décret. Écoutez, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Sinon, vous avez effectivement les 2 emails qui s'affichent à l'écran. Bon, écoutez, il est 10h30, 27. On était vraiment ravis d'animer ce webinaire avec vous. Nous en prévoyons peut-être un autre, Marc, le 16 juin. Si vous avez envie, parlez-en autour de vous. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci pour votre participation active à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.